Yo, salut tout le monde, Shivers. Shivers. Bienvenue dans la toute première vidéo de ce nouveau format sur la chaîne 12 par sec qui sera plutôt consacré au cinéma. Comme je l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne, avant d'être astronome amateur, je suis d'abord et surtout un gros cinéphile. Et je dis souvent que si j'avais pas créé une chaîne d'astronomie, j'aurais pu créer une chaîne de cinéma. Le truc c'est que des chaînes de cinéma sur YouTube, il y en a déjà beaucoup qui font du super taf. Donc comment allier mes trois passions, le cinéma, l'astronomie et la connerie? Eh bien en parlant de films ayant plus ou moins un rapport avec l'astronomie, enfin l'espace, l'astronautique, tout ça, et en racontant surtout un maximum de conneries. Et accessoirement des trucs intéressants aussi. Le but de ce format cinéma est donc de prendre un film qu'on connaît déjà toutes et tous limite par cœur, de regarder le film, de voir ce qui se passe en s'arrêtant sur plein de petites choses sur lesquelles on n'a pas trop l'habitude de s'arrêter, en analysant tous les détails bien cons et en se demandant si ça aurait vraiment pu se passer dans la réalité. Et pour ce tout premier numéro, nous allons commencer en fanfare avec l'un de mes films préférés, Armageddon. C'est parti. Alors, petite intro de 2 minutes avant de passer au film. Armageddon est le troisième film de Michael Bay après Bad Boys et The Rock. J'avais déjà bien kiffé Bad Boys, j'ai carrément kiffé The Rock, je ne pouvais que surkiffer Armageddon. Il est sorti en 1998 et on retrouve parmi les acteurs principaux Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton et la délicieuse Liv Tyler. Ah, dans ce film elle est magnifique. À chaque fois que je regarde une petite scène avec elle, je suis assez excité, je suis obligé de mettre pause pour aller me finir dans un chausson aux pommes. Extra très drôle. Et parmi les scénaristes, on retrouvait déjà J.J. Abrams. L'histoire d'Armageddon est extrêmement simple, ça tient sur un post-it. Un astéroïde va s'écraser sur la Terre dans 18 jours et on va envoyer une équipe de foreurs pour aller forer un puits et puis mettre une bombe à l'intérieur pour faire péter l'astéroïde en 2 parties qui vont passer justement de chaque côté de la Terre. Mais comme l'équipe de foreurs c'est juste une bande de connards qui n'y connaissent absolument rien en astronautique, ils vont devoir suivre une formation accélérée. Alors, Armageddon, j'aime ce film de tout mon cœur. J'ai pas peur de le dire. J'aime chaque scène, chaque personnage, chaque dialogue, VO ou VF d'ailleurs, la VO elle est chouette, mais évidemment ça fait partie de ces films des années 80-90 qu'on est obligé de regarder en VF tant elle est réussie. Et la bande originale, les musiques sont épiques, notamment au décollage des fusées, c'est juste génial. Il y a une très belle histoire d'amour. Non, je déconne. Non, on va pas quand même non plus exagérer. Faut savoir d'ailleurs que l'histoire d'amour entre Ben Affleck et Liv Tyler, elle a été faite bien plus tard quand ils ont vu que celle de Leo et Kate avait marché dans Titanic. Ils se sont dit, ok, nous c'est un film catastrophe aussi, mais on va quand même mettre une histoire d'amour. C'était pas prévu, mais a priori ça fonctionne bien. C'est peut-être pas la meilleure idée qu'ils ont eue, pour le coup, mais... Armageddon est un film que je regarde entre 6 et 8 fois par an. Quand je l'ai pas vu depuis longtemps, il me manque et j'ai besoin de le revoir. Je vous jure que c'est vrai. Et en même temps, je sais que c'est de la merde. Et ça me dérange pas, j'ai aucun problème avec ça. Armageddon, c'est comme un bon gros McDo. C'est de la bonne grosse merde américaine, mais quand t'as faim, nom de Dieu, qu'est-ce que ça passe bien. Alors évidemment, cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui l'ont vu, parce que, si ceux qui l'ont pas vu, je vais raconter à peu près tout le film, donc ça va spoiler aussi. Après, c'est un film qui a 20 ans, donc voilà, je pense qu'il y a prescription maintenant, on peut y aller, et puis bon, en plus, il y en a peut-être qu'on n'a rien à faire de se faire spoiler, donc on peut y aller. L'incohérence majeure de ce film, évidemment, c'est de faire exploser un astéroïde avec une bombe atomique. Faut pas faire ça. Non, faut pas. Dans le film, on nous explique que ce gros caillou va se couper en deux sous l'explosion, et ça va être tout simple, en fait, voilà, on explose de l'intérieur, 2 parties se détachent. Bah non, en fait, pas du tout. Tu mets un pétard à l'intérieur de n'importe quel truc, est-ce que vous pensez qu'il va s'exploser juste en 2 parties égales? Bah pas du tout, ça va le briser en 1000 morceaux qui vont être tout aussi dangereux que l'astéroïde lui-même. Parce que il y aura toutes les chances que ça te refasse une immense pluie de météorites qui fera qui s'arrivera partout sur Terre, et ça nous fera pas du bien non plus. Enfin bon, mis à part ça, et mis à part le fait que dans ce film on voit tout, je veux dire, tout est n'importe nawak, c'est un putain de film. Je vous jure, dès que je lance le film, avec le petit son là, un petit peu sourd là, ça c'est mortel. Ça là c'est... Moi je suis dedans là déjà, j'ai l'impression d'être dans un sous-marin, alors qu'en plus ça se passe dans l'espace, je veux dire, complètement fou. Déjà le mec est créatif. Rien qu'avec ça, Michael Bay pour moi c'est déjà un génie. Allez, on lance le film. Allez, déjà c'est beau. À ce plan avec la caméra là qui passe au ras de la lune là et qui nous dit... La Terre. Pour le cas, il y aurait des cons, ils auraient pas compris que c'est la Terre. Déjà, le film n'est pas commencé depuis 10 secondes, le réel nous prend déjà pour des abrutis. C'est génial. Vous allez voir, je vous ai dit que le film, je l'adorais, alors qu'en fait, je vais le tailler pendant une demi-heure, mais c'est tellement bon. Alors, le film s'ouvre sur une voie qui nous dit que c'est la Terre du temps des dinosaures, donc du coup, on voit un astéroïde qui va s'écraser. On voit bien qu'il s'écrase au Mexique, donc on nous parle bien de l'astéroïde qui a créé le cratère du Chicxulub, là, donc du temps des dinosaures. On nous montre le bordel que ça a foutu partout sur Terre, c'est méga impressionnant. Chaque fois que je vois ça, je me dis qu'on dirait Freezer ou Broly qui a explosé un truc. On nous dit que ça s'est déjà produit, on nous dit que ça se reproduira. Reste à savoir quand.
lundi en 8 normalement. Hein. Et là, on dévoile le titre et attention les gars, on est dans un Michael Bay et chez Michael Bay, le titre explose. Ouais, yeah. Ah, Michael Bay, putain, c'est franchement tout en haut. Au-dessus, il y a personne. Hein. Heureusement que la vie, c'est pas comme dans un film de Michael Bay parce que tu étais dans la rue, à ce coup tu marches sur un chewing-gum et énorme flash forward, l'inverse du flashback pour ceux qui savent pas, donc flash forward on va vers l'avant, de 65 millions d'années, ça doit être le flash forward le plus long de toute l'histoire du cinéma. On voit des astronautes en mission et les gars au sol qui gèrent le truc. On voit au sol Billy Bob Thornton qui incarne Truman, le directeur des opérations de vol. Il y a un astronaute qui fait une sortie extravéhiculaire, donc une EVA comme on dit, qui est quand même un peu en stress, hein, mais bon, il lâche un petit... Ça se présente pas mal. Ouais, tu parles Jean-Pierre, accroche-toi bien parce que là, bim, une pluie de météorites arrive et défonce tout. Alors ce sont des météorites spéciales parce que ce sont des météorites qui n'aiment pas les Américains. La première chose qu'elles détruisent, c'est leur drapeau. C'est certainement des météorites russes. Donc voilà, les météorites défoncent tout, elles te font direct exploser la navette Atlantis dans l'espace. Alors on va tout de suite parler de ça parce qu'il faut en parler au moins une fois, hein, et sinon vous me direz dans les commentaires que je l'ai pas dit. Pas d'explosion avec du feu et du son dans l'espace, les gars. On l'a dit, on l'a répété, je sais pas combien de fois. Alors bon, en même temps, ça dépend, hein, parce que les explosions dans l'espace, si. Les supernovas, les sursauts gamma, c'est des explosions. Je veux dire, quand ça pète fort, hein, ça te jette un maximum de matière, hein, un peu comme moi. Mais pour une explosion de ce type-là, bah on sait que techniquement c'est pas possible, hein, étant donné que dans l'espace, il n'y a pas d'air pour propager le son et il n'y a pas d'oxygène pour entretenir les flammes. Et ça, par exemple, il y en a un qui l'a très bien compris, c'est Alfonso Cuarón, le réalisateur de Gravity. Là, par exemple, on voit des explosions, enfin, si on peut dire ça comme ça, parce que justement, ce n'en est pas, sans feu, sans bruit, sans rien du tout, et c'est même d'ailleurs ça qui est super impressionnant. Mais bon, en même temps, c'est du Michael Bay, quoi. Il y a Bruce Willis, on va quand même pas faire un film sans explosion et sans feu, non? Un Michael Bay sans explosion, c'est comme un Harvey Bodylis 169, quoi, ça n'a pas de sens. Enfin, si, justement, c'est un double sens, ou un contresens peut-être, enfin je sais pas. Et c'est d'ailleurs pareil pour les bruits. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace, on est dans un Michael Bay, les gars. Chez Michael Bay, il y a du bruit dans l'espace. Chez Michael Bay, il y a des Transformers. Alors arrêtez, c'est validé. Vous savez d'ailleurs qu'il y a une théorie qui dit que tous les films de Michael Bay se passent dans le même univers. Il y aurait un Michael Bay universe. Ouais, parce que par exemple, l'acteur qui joue le président des États-Unis, c'est le même dans Armageddon et dans Rock. Faut le voir, ça. Il y a même une théorie qui dit que l'astéroïde d'Armageddon, il aurait été envoyé par les Transformers. Ah, mais on ne sait pas, ce n'est pas expliqué. Moi, j'y crois. Donc là du coup c'est le bordel, hein, tout s'emballe, tout s'accélère, le montage va plus vite aussi, il va tellement vite qu'il y a des personnages qui n'ont même pas le temps de finir leur phrase. À première vue, c'est un raid massif. Ah non mais là ça va vite, hein. Michael il dit au monteur, pas le temps de niaiser. Vous allez me constituer 3 groupes. Les 2B3, les G-Squad et les Alliages. Et là Truman dit une phrase absolument géniale. Et quant à vous, Ross, vous vous installez au téléphone, vous avez 11 000 personnes à réveiller. Walt, au boulot. Cette phrase est incroyable, il est en train de dire à son collègue, mec t'as 11 000 coups de fil à passer, mind-toi le fion. Et l'autre il dit rien, hein. Il est en mode, ouais pas de problème j'y vais. Alors petite séquence avec Papy Moujo qui découvre le truc avant tout le monde, hein. Il y a sa grognasse qui vient de faire chier. Non mais c'est vrai, lui il lui demande gentiment si elle peut aller lui chercher son répertoire dans lequel il y a écrit tous les noms des gars de la NASA pour qu'il puisse les appeler, pour leur dire qu'elle a découvert un truc. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle lui répond? C'est marqué quoi sur mon peignoir? L'esclave de Karl? Donne mon répertoire, nom de Dieu. Mon répertoire. Ah là, c'est comme ça qu'il faut leur parler, nom de Dieu. Ouais, elle peut déjà s'estimer heureuse de pas s'en être mangé une. Mon répertoire. Mais bon bah calme-toi. Allez on avance. À nous deux, mon petit Richard. On va faire un malheur. On va casser la baraque. Je retire ce que j'ai dit sur la VF trop mortelle. Donc là on voit un gars random et son yinche dans Manhattan, hein, voilà, il voit les infos, son chien s'échappe et va bouffer des pluches Godzilla, le type se ramène, il embrouille, et là il lui dit... Si ma religion ne me l'interdisait pas, face de fesses, je t'enverrai bouffer des ananas sur ton nid. Ok, ultra raciste, c'est pas grave, c'est cool, ça passe. Et là d'un seul coup, BAM! Les météorites attaquent. Séquence de folie dans New York, les météorites qui défoncent à peu près tous les monuments les plus connus, le Chrysler Building, la tour de Grand Central, le World Trade Center quand il était encore là. Les météorites aiment vraiment pas les Américains, elle aurait pu arriver n'importe où sur Terre cette pluie de météorites. Non, elle est arrivée sur Manhattan. D'ailleurs c'est marrant parce que chaque fois qu'une météorite tombe, ça explose. Voilà, normalement ça fait pas ça, hein, je veux dire. À moins qu'il y ait des explosifs dans les météorites, mais bon, c'est possible puisque là on est dans un film de Michael Bay. Alors du coup l'armée s'énerve, hein, ils appellent la NASA, ils leur disent mais qu'est-ce que vous branlez bordel? C'est pas sur nous qu'il faut lâcher les météorites, c'est sur l'Iran. Alors Truman leur dit que c'est pas eux, qui vont voir qui c'est. Il y a Papy Moujo qui les appelle pour leur donner les coordonnées du truc parce que c'est lui qui l'a vu en premier. Ils lui disent que c'est top secret, hein, qu'il faut pas qu'il le répète à personne, et lui il leur répond. Je suis retraité de la Navy, je sais ce que c'est le secret défense. Comme par hasard. Bon, en même temps c'est vrai que s'il avait dit c'est bon, je suis caissier à Jiffy, je connais. Ah, ça aurait pas eu la même saveur. Et là du coup il y a un gars qui dit Envoyez-nous immédiatement des images de Hubble. Et là c'est génial parce qu'on voit Michael Bay qui fait une apparition, hein. Michael Bay il est là, le réalisateur c'est lui. Et c'est mortel parce que là il était sur les starting blocks quoi, il attendait qu'une chose, c'est qu'on lui dise d'y aller. J'adore ce plan, il est trop en mode... On passe immédiatement sur Hubble. Ouais, c'est parti. D'ailleurs, ce qui est énorme, c'est que Michael Bay, il a voulu faire une apparition dans le film. De tous les rôles qu'il aurait pu prendre, un livreur de pizza ou tout ce que tu veux, le mec a choisi un scientifique de la NASA. Si c'est pas le paradoxe le plus con du film, le mec qui ne respecte aucune règle scientifique et aucune loi physique, t'incarne un scientifique de la NASA, quoi. Bah bien sûr, crédible. Hubble prend la photo du truc, et là, Sainte Marie, Mère de Dieu. Il est énorme. Comme ma bite. Là, t'as un autre type de la NASA qui leur explique la situation. Oui, alors là, c'est l'anomalie à 14h12, là, c'est l'anomalie à 14h13,
et puis il laisse l'anomalie à 14h15, et t'as le président qui arrive de nulle part qui lui coupe la parole en mode trop mal poli. Arrêtez de nous fasciner avec vos anomalies. De quoi s'agit-il? C'est un astéroïde. Le mot est lâché, ça y est. Là, on sait ce que c'est un astéroïde. Et en plus, il fait quelle taille? Il est grand comme le Texas, monsieur le président. Et ouais, là, c'est pas le petit astéroïde de merde. Parce que si on sait que le premier, celui des dinosaures, faisait à peine 10 000 km², bah là, le Texas, c'est 700 000 km². Donc c'est juste 70 fois plus grand. Celui en passant, c'est bizarre de parler de kilomètres carrés quand on parle d'un astéroïde. En général, on donne plutôt son diamètre ou sa masse, mais on donne pas sa surface. Enfin bon, c'est pas grave, on va pas s'arrêter à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'un astéroïde grand comme le Texas, C'est ce que nous appelons un exterminateur. Mon Dieu, mais c'est une catastrophe! On va carrément mourir, quoi! Et là, il y a un mec qui arrive en courant, il a certainement une grosse envie de chier, il peut plus se retenir. Il arrive à la réunion, il pousse tout le monde. Le mec derrière, il en profite à mort. Et qu'est-ce qui nous arrive? Et il leur annonce le coup de grâce, il reste 18 jours avant que l'astéroïde rentre en contact avec la Terre. Allez, on change de décor, c'est parti pour la présentation de la team des super connards, avec le connard en chef, Bruce Willis, Harry Stamper. Le type est sur une plateforme pétrolière en plein milieu de la mer de Chine, il y a des manifestants sur la mer juste à côté, quoi. Non mais jamais vous nous faites tranquille, quoi, les manifestants, sérieux. Vous nous faites chier jusque sur l'eau, quoi. Et là, c'est très bon parce que Bruce Willis essaie de les viser avec des balles de golf. Et justement, il y a un manifestant qui dit tu crois pas que c'était voulu, espèce d'abruti? Tu sais, le mec, il est étonné. Pauvre merde. On découvre Chick, le meilleur pote de Harry, joué par Will Patton. AG, donc AJ, hein, mais prononcé à l'américaine. AG qui doit être le diminutif de Adnan Jack. Enfin, je sais pas, c'est pas dit en fait, mais moi je pense, j'ai regardé, il a une bonne tête à s'appeler Adnan Jack. Donc Adnan Jack, qui est un jeune con, hein, qui, non content de faire de la merde sur de la plateforme pétrolière, se paie le luxe de se taper la fille de Bruce Willis en plus. Joué donc par la ravissante Liv Tyler, qui à l'époque a 21 ans. Non mais mec, t'as merdé là. Là, Harry Stamper, il est pas content. Il est tellement pas content qu'il prend un fusil à pompe et qu'il tire sur Edgy sur la plateforme pétrolière. C'est-à-dire il est en run contre Edgy parce qu'il a fait une connerie, mais lui il est pas du tout en train d'en faire une. Allez, retour à la NASA, et là il y a une scène un peu ouf où Truman rassemble les têtes pensantes et là il leur dit ça. Voilà ce qu'on va faire. Je veux que vous me soumettiez tout ce qui a été envisagé sur les collisions avec des objets spatiaux. Tout ce que vous avez pu écrire ou dessiner sur une boîte de pizza ou sur une nappe de restaurant. Attends mec, là t'es en train de dire qu'en fait vous avez aucune idée de ce que vous allez faire. Genre vous avez pas une procédure à suivre ou un plan que vous avez déjà imaginé au cas où il y aura un astéroïde qui arriverait. Bah super, je sais pas votre budget, mais évidemment, sachons quand même que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire que même aujourd'hui, nous, on est en 2020, s'il devait y avoir une situation comme celle-là, on n'est pas 100% sûr de ce qu'il faudrait faire. On a plein d'idées, ça c'est pas ça qui manque, mais on n'est pas du tout sûr à 100% que tout marcherait. Bref, pendant ce temps-là, Harry essaie toujours de plomber Edgy, hein, on découvre la carotte, jouée par l'excellent Steve Buscemi, comme à son habitude. J'adore cet acteur. On découvre l'ours aussi, joué par Michael Clark Duncan. On revient sur les gars de la NASA, chacun propose une solution, mais c'est bidon. Mention spéciale pour le type qui dit qu'on pourrait déployer des gigantesques panneaux solaires. Non mais mec, t'es sérieux là? Ce que tu proposes, tu penses vraiment que ça va marcher? Je veux dire, peut-être que sur le papier c'est intéressant, vous avez 18 jours les gars. Vous aurez jamais le temps de mettre ça en place, putain, mais les mecs de la NASA en fait c'est des abrutis, quoi. D'ailleurs c'est marrant parce que le seul qui propose un truc un tant soit peu réaliste et faisable, c'est justement celui qui n'y connaît le plus rien a priori, c'est le général militaire. Il est joué par Keith David, qu'on a vu dans Apocalypse Now ou Requiem for a Dream. Lui, voilà ce qu'il dit. On n'a qu'à lui expédier 150 têtes nucléaires et on n'en parlera plus, on l'explose. Bah parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, donc en 2020, on se dit que c'est éventuellement ça qu'il faudrait faire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions, mais c'est plutôt de poser quelque chose à la surface et le faire exploser pourrait dévier la trajectoire du coup de l'astéroïde. Et c'est à peu de choses près ce que dit le général Kimsey. C'est vraiment le compte que ce soit le militaire qui donne la réponse la plus crédible, quoi. On voit un petit peu le respect qu'accorde Michael Bay aux scientifiques. Et en plus, il est noir. Non mais ça n'a rien à voir. Oui, non, enfin, ça n'a rien à voir, non, mais bon, c'est sûr, mais quand même pas normal, quoi, je veux dire, hein, n'est-ce pas? Et ce qui est encore plus marrant, c'est que d'ailleurs, tous les autres se foutent de sa gueule. En fait, ils sont tous racistes à la NASA, quoi, Non, mais attends, c'est pas faux, regarde, juste un exemple, par exemple. On n'a jamais vu un noir dans l'espace. Bah si, il y en a plein, mais justement, on les voit pas, ils sont noirs. Ah, bien vu. Bon, finalement, après la réflexion, ils se disent qu'il va falloir l'exploser de l'intérieur. Et comment on va faire ça? Par forage. Il nous faut le meilleur expert en forage de grande profondeur. Et là, ils vont donc chercher Rocco Siffredi. Non voilà, bon, ils disent qui est le plus grand foreur de la Terre, voilà, il s'appelle Harry Stamper, il a fait tous les types de forage, il a toujours tout réussi, donc on y va, on va le chercher. Il débarque sur la plateforme en mode... Où est Harry Stamper? Du coup, ils l'embarquent, ils arrivent à la NASA, c'est de l'autre côté du globe, hein. Truman leur explique un peu les bails. D'ailleurs là, d'un seul coup, l'astéroïde est devenu une comète. En rencontrant la ceinture d'astéroïdes, la comète nous a littéralement bombardés. Faudrait savoir les gars, hein. Soit c'est un astéroïde, soit c'est une comète, hein, mais ça peut pas être les deux. Hein. En même temps, quand on le voit, c'est vrai qu'on pourrait finalement penser à une comète plutôt qu'un astéroïde. Vous voyez tous ces trucs là, tous ces merdes qu'il y a autour, là, le gaz, la poussière, ça c'est plutôt l'apanage des comètes et pas des astéroïdes. Tu te rends compte bien sûr que c'est ton attention aux détails qui m'impressionne le plus. Enfin bref, comète ou astéroïde, on s'en carre, le fait est que... Personne sur cette Terre n'y survivra. Alors là
là on arrive au tournant du film, c'est là qu'on va comprendre pourquoi ils vont envoyer Bruce Willis et sa bande d'abrutis dans l'espace, plutôt qu'enseigner à une équipe d'astronautes en mode bac plus 20 à forer un trou. Parce que l'idée de départ c'est ça, hein. On dit toujours ouais pourquoi ils font ça, ils auraient pu former les astronautes. Ben oui mais c'est ça l'idée de départ, c'est pour ça qu'ils ont ramené Bruce Willis. Nous voulons que vous prépariez l'équipage que nous allons envoyer là-haut. C'est quand même un peu plus raisonnable. Le problème c'est qu'on nous explique en 25 secondes que les astronautes ils ont fait de la merde et que toute l'équipe de la NASA ils sont pas foutus de construire un appareil qui va forer un trou. Ils l'ont monté à la va comme je te pousse. Vous avez monté le tout à la va comme je te pousse. J'ai toujours pensé que cette expression elle avait été inventée pour le film. Je l'ai jamais entendue ailleurs que dans Armageddon, et pourtant c'est une expression qui existe. Et je trouve qu'on l'utilise pas assez de nos jours. Et je trouve qu'on devrait réintégrer cette expression aujourd'hui en 2020. Et donc Harry Stamper dit en gros que le forage, si tu veux, c'est un truc qui s'improvise pas. Le forage est une science, un art. Alors déjà, faudrait savoir, soit c'est une science, soit c'est un art, mais ça va pas être les deux. Sois un peu crédible toi aussi. Enfin bon, il dit au final que ces mecs ils y connaissent rien au forage et que lui, s'il le fait, ce sera que avec des gars à lui. Mais bon, avant il demande quand même... Ils ne seront chargés que du forage? Que de ça. Pas de sortie dans l'espace, ni d'autres joyeusetés de ce genre? Rien que le forage. Putain, comment on lui met à l'envers Truman là, il lui met trop une quenelle quoi. Bah évidemment que si, ils vont sauter dans l'espace, bougre de cons, ils vont pas forer depuis la navette. Si je le fais, ce ne sera qu'avec des hommes à moi. Accordé. Et voilà, ça s'est fait en 1 minute 30. Vous savez pas construire le truc, moi je sais, mes potes et moi on n'y connaît rien en astronautique, on a 12 jours, et bah c'est parti, on va y aller. Ok, c'est validé. De toute façon, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre solution, il faut tenter le coup, l'enjeu est trop important. Donc là c'est parti, on va aller chercher toute la team, on va rassembler tout le monde en mode Avengers. Là on a quelques heures pour retrouver tout le monde, je te raconte pas les indications de merde que donnent Harry et Grace aux gars de la NASA. Par exemple, pour retrouver la carotte, Grace elle dit... Vous pouvez commencer par faire tous les bars de la Nouvelle-Orléans. Ouais, c'est vrai qu'on a vachement le temps de faire ça, merci, ouais, tu veux pas nous donner une adresse peut-être? Ou je sais pas, il a pas un numéro de téléphone ou un tam-tam. Donc la NASA va chercher tous les autres, mais c'est Harry qui se déplace en personne pour aller chercher Edgy, qui a déjà eu le temps de se mettre à son compte. Donc les mecs qui arrivent à la NASA, ils arrivent tous en même temps. Ils étaient éparpillés aux 4 coins du monde des États-Unis, ils arrivent tous en même temps. Bah mais en même temps c'est plus pratique pour filmer l'arrivée. Hein. On les met au courant de la situation, là ils sont vénères. Ils ont à peu près la même réaction qu'on a tous eu maintenant qu'on a vu la nouvelle trilogie Star Wars. Et Harry résume bien la situation. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de sauver le monde. Donc c'est parti, grosse séquence de formation et de training et de tests en tout genre. On voit Max qui est pas chaud de la picouse. Si t'essaies de me la planter dans le bras, je te l'enfonce dans le cœur. T'as vu Pulp Fiction? Ouais, il y a Harry Stamper et la carotte dedans. Ils font plein de tests psychologiques, c'est là qu'on se rend compte que la carotte en fait c'est un surdoué de ouf. Et évidemment à la fin, ils sont totalement inaptes. Et là Truman dit un truc de ouf. Dans leur état physique, est-ce qu'ils survivront à une telle expédition? C'est tout ce qui m'intéresse. Alors juste explique-nous à quoi ça sert de leur avoir fait passer tous ces tests-là. L'entraînement continue et cette fois on passe au baptême de l'air. On introduit le colonel Sharp, joué par William Fichtner. On leur montre le matos qu'ils vont utiliser, c'est des trucs à plusieurs millions de dollars. Hein. Et eux, bah direct, ils vont te foutre un merdier là-dedans. Ils enlèvent plein de trucs, ils font n'importe quoi, ils cassent tout. On dirait Eric et Ramsey chez McFly et Carlito. Ils se marrent de le respect. Ils ont pété un Star Destroyer, les cons. Enfin bref, ça continue, à un moment donné, il y a même Owen Wilson qui parle de moi. Yann Solo. Après, il y a un petit brief et on leur explique comment va se passer le vol, étape par étape, et on leur explique qu'il faut qu'ils fassent exploser la bombe avant l'orbite zéro. Comme ça, les deux bouts de l'astéroïde passeront bien de chaque côté de la Terre. Mais ça, c'est en supposant, encore une fois, que si tu fais péter la bombe, il y aura bien deux bouts qui se sépareront bien comme il faut. Alors qu'en fait, on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est pas du tout ça qui devrait se passer. Comme on l'a dit au tout début, il y a quand même 99,9% de chance, pour ne pas dire 100%, que en fait, il y ait des millions de bouts qui se créent. Et parmi ces millions de cailloux, il y en aura forcément qui arriveront chez nous. Mais c'est pas grave, on continue. Là, il y a Harry Stamper qui voit Edgy en train d'essayer de ken sa fille. Ah là, il est vénère, hein. Mais bon, en même temps, les autres lui disent que c'est normal, attends, si c'est une grande fille maintenant. Et en fait, la vérité, c'est que la kiffe trop aussi, hein. Max lui dit un petit mot gentil, hein. Il lui dit Elle est devenue bonne. Elle est bonne ta fille, je peux la baiser? Non, c'est juste Edgy qui a le droit. Et d'ailleurs, pour y arriver, il va d'abord essayer de mettre un petit biscuit dans sa culotte, hein. Elle est mord les lèvres en mode ouh. Et là, elle lui dit la phrase la plus con de tout le film. Tu crois que c'est possible que quelque part dans le monde, quelqu'un fasse exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment? Tu veux dire quoi, mettre un biscuit dans ta culotte? À mon avis, oui, hein, c'est possible, hein, je pense qu'il y a plein de gens qui le font. Hein. Là, on se rend compte aussi que Chick s'est en fait marié avec April O'Neil des Tortues Ninja, et qu'ils ont un gamin, mais qu'en fait, elle le rejette carrément. Hein. Elle lui dit Tu n'as pas le droit de passer. Le juge te l'a interdit. Ça peut le perturber. Ah non, mais en même temps, c'est un pauvre loser, tu m'étonnes, elle veut pas de lui. Alors à ce moment-là, il y a un problème. Là, dans le film, on se fait un peu chier, quoi. Il se passe rien depuis 10 minutes, quoi. Je vous rappelle comme que dans un Michael Bay, c'est pas normal qu'il n'y ait pas au moins une grosse explosion toutes les 15 minutes. Faut que ça pète. Donc là, c'est pile le moment où faut envoyer un bout d'astéroïde sur la Chine. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que là, il y a que la NASA qui le sait. Je veux dire, par exemple, l'agence spatiale chinoise, ils savent pas du tout ce qui se passe. De toute façon, dans ce film, dès qu'on nous montre un endroit sur Terre autre que les États-Unis, on est en 1920. Et donc la NASA, ils savent qu'il y a un truc qui arrive, donc ils disent... Faut prévenir les autres. Prévenir qui? Tout le Pacifique Sud? Ok, donc on les prévient pas alors, ils se démerdent. Du coup, là, il y a eu 50 000 morts, alors Truman dit...
Alors le monde entier est au courant. C'est vrai que quand ça s'est passé à Manhattan, c'était pas important. Personne ne s'est posé la question de savoir d'où ça venait et puis est-ce qu'il pourrait y arriver autre chose. Le monde a continué exactement comme si rien ne s'était passé. Petite scène émouvante entre Harry Stamper et sa fille, hein. Jolie musique derrière, bon doublage, belle lumière, ça fonctionne. Donc voilà, ils partent et là le président des États-Unis prend la parole et là il annonce le titre du film. La Bible annonce ce jour sous le nom d'Armageddon. C'est marrant parce qu'il y a 3 minutes on nous disait... Le Pentagone se refuse à jeter de l'huile sur le feu en laissant se développer des spéculations sur l'existence d'un problème grave. Et là le président il sort ça. La fin de toute vie. D'ailleurs il se gourre, hein, parce qu'Armageddon c'est pas un jour, Armageddon c'est un lieu, c'est une montagne sur laquelle il y a eu des guerres. En tout cas lui il dit que c'est la fin du monde, mais c'est pas grave, vous allez voir, tout va bien se passer. On est américains, hein, bah attendez, nous on marche au ralenti, hein, et on est à la pointe de la technologie, on fout des hélicoptères dans chaque plan. Alors que tous les autres pays c'est clairement des merdes quoi, je veux dire, c'est à peine s'ils ont la radio quoi. Et là ce qui est marrant aussi c'est qu'il fait jour partout, tout le temps, en même temps, dans toutes les scènes de tous les pays il fait jour. Ouais mais c'est plus pratique pour filmer les personnages, réfléchis aussi. Et d'ailleurs là il y a la vieille April O'Neil là qui revient et qui voit son ex-mari et qui dit à son gamin: Ce n'est pas un représentant, mon chéri. C'est ton père. Ah voilà, tiens, c'est à peine facile, ça. C'est sûr, maintenant qu'il est connu et qu'il va sauver le monde, bah là tu le kiffes. Hein, quand c'est un loser, il y a personne, et puis quand il est un peu connu, là il y a du monde. Allez, on arrive à certainement ma scène préférée du film, le décollage des deux navettes. Alors, si on passe sur le fait que vous verrez jamais deux fusées décoller en même temps si proches l'une de l'autre, hein, ce qui serait beaucoup trop dangereux. Vincent en parle d'ailleurs beaucoup mieux que moi dans sa vidéo sur Armageddon, que vous pouvez voir là. C'est certainement un des décollages de fusées les plus épiques que vous pourrez voir au cinéma. Il y a celui d'Apollo 13 qui est pas mal aussi. La musique est mortelle, le découpage est méga classe, et il y a 2 fusées qui partent en plus, on en a 2 pour le prix d'une. D'ailleurs, vous avez vu, là, les 2 fusées, elles sont assez loin l'une de l'autre, alors que tout à l'heure, les 2 équipes ont pris le même ascenseur pour aller dans les 2 navettes. Michael Bay met des petites références au fait que les États-Unis sont les seuls vraiment badass, mais c'est petit, c'est subtil, tu vois, c'est vraiment, faut le voir, quoi. Et donc, ils arrivent dans l'espace, et là, ce qu'ils vont devoir faire, c'est qu'ils vont aller se rattacher, en fait, à la station Mir, hein, la station russe, pour aller faire le ravitaillement, le plein. Alors, évidemment, dans la station, on va pas tourner toutes les scènes en apesanteur, hein, ce serait vraiment compliqué, donc il faut qu'il y ait de la gravité. Pas de problème, Andropov allume des impulseurs pour faire tourner la station et simuler de la gravité. Alors, outre le fait que là, il faudrait que la station tourne en fait beaucoup plus vite sur elle-même pour arriver à approcher ne serait-ce qu'un petit peu la gravité terrestre, ce qui, solide en passant, rendrait impossible l'amarrage de la navette, qu'à regarder ce qui se passe dans Interstellar. Là, on va juste essayer de comprendre comment fonctionne un petit peu la gravité dans une station spatiale comme ça. Quand un truc tourne comme ça, on est attiré vers l'extérieur, hein, c'est la force centrifuge. Donc en fait, quand la station tourne, ils devraient à peu près tous être collés sur les murs, ou en tout cas attirés vers les côtés. Et si elle devait tourner vraiment vite pour avoir la gravité terrestre, les mecs limite ils pourraient même pas sortir leur navette. Mais en fait non, eux ils sont attirés normalement sur le sol, ils marchent tranquille. Et en plus la gravité est partout la même dans la station, hein, alors qu'en fait plus tu t'éloignes de l'extrémité et moins tu devrais la ressentir. Enfin bon, on s'en fout dans un Michael Bay. Donc ils font le plein de carburant, mais évidemment comme la station russe elle est toute pétée, elle tombe en ruine, il y a une fuite, il faut évacuer en catastrophe, tout explose, c'est encore une fois une bonne petite séquence. Même si rien n'a de sens, hein, et rien ne va. Et ouais, parce que quand tu vois la navette faire ce genre de mouvement pour se barrer, alors qu'en fait elle devrait juste partir en ligne droite, hein, bon tu te demandes. Non mais n'empêche que bon, en même temps, tout est possible, hein. Mais on a déjà vu des trucs comme ça se passer. Si, dans Star Wars, dans l'épisode 3, regarde, ils ont 2 impulseurs derrière et pourtant regarde les mouvements qu'ils te font. Normalement, si tu veux bouger un peu dans tous les sens en mode avion de chasse, il te faudrait dans l'espace des propulseurs absolument partout. Il n'y a pas d'air pour te porter. Donc si tu veux aller à gauche, il te faut un propulseur à droite qui te pousse vers la gauche, et vice versa. Il y a que Pixar qui l'a bien compris, quand Wall-E flotte dans l'espace, il se dirige avec un extincteur qui dirige dans le sens opposé à la direction qu'il veut prendre. Mais comme à chaque fois il part en ligne droite, il doit le faire un peu partout. Il doit même le faire en sens inverse pour freiner. Là on est bon, là je dis oui. Mais un truc comme ça, juste avec 2 propulseurs à l'arrière, c'est classe, c'est la classe. Mais c'est pas possible. Allez, on continue. Toutes les pensées de la planète sont entièrement tournées vers la mission de la NASA. Et pas du tout sur la station russe qui vient d'exploser. Donc ils continuent pour arriver derrière l'astéroïde, ils doivent faire le tour de la Lune, et avec sa force gravitationnelle, ils accélèrent de ouf, et ils se prennent 9G pendant 11 minutes. Alors pour des astronautes super entraînés, ça peut passer, mais pour des mecs comme eux qui ont eu juste 3 jours d'entraînement, je peux te dire que normalement c'est pas la même. Donc ils arrivent derrière l'astéroïde, ou la comète, on sait plus, il y a plein de débris, c'est le gros bordel. Alors là c'est marrant, il y a la première navette qui largue 2 fusées auxiliaires à l'arrache, juste devant la seconde, genre ça lui passe mais trop près quoi, à quelques mètres, trop à l'arrache quoi, les mecs en ont rien à foutre. Et évidemment il y a tellement de débris que ce qui doit arriver arrive, ça c'est le truc à peu près peut-être le plus crédible du film, ça se passe mal. La navette Indépendance avec Edgy, Oscar et l'ours se prend un rocher et se crache la gueule bien comme il faut. Du coup les autres pensent qu'ils sont morts, là c'est assez chaud, Liv Tyler a priori vient de perdre son mec. Ah pas joie ça. La navette est complètement dézinguée, exposée au vide de l'espace, et pourtant il y a du feu, il y a des flammes, normal. Pendant ce temps-là, les autres débarquent sur l'astéroïde, mais le problème c'est qu'ils ont pas atterri là où il fallait. La carotte engueule même le pilote Sharp. Notre super commandant s'est planté quasiment de 30 km. Et l'engueule pas, t'es marrant toi. T'as vu les conditions d'atterrissage aussi, tu crois peut-être que tout est bien se passé et qu'il allait atterrir exactement à l'endroit prévu quoi. T'es pilote peut-être, non? Non ferme-la alors. Donc ils descendent, là il y a une petite ambiance assez sympa, que je trouve bien cool, ça fait un peu endroit chelou qui fout les boules, il y a des petits effets sonores marrants qui rendent pas mal.
Allez, ils se mettent en place, ils marchent tranquillement, hein, comme si on était sur Terre, hein, alors que la gravité est pas du tout la même, on en a déjà parlé. Pendant ce temps-là, les autres galèrent. Nous, on n'est pas astronautes, on est foreurs et on n'a rien à foutre ici. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte, toi, abruti. Il fallait peut-être se réveiller avant, hein, là c'est un peu tard. Du coup, ils te défoncent tes paroles de la navette, qui font à peu près 10 cm d'épaisseur, avec une énorme Gatling qu'il y avait sur le rover, là, le scarabée. Pourquoi ils ont mis ça là, on ne sait pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles font là? On ne sait pas. Certainement en cas de rencontre avec des extraterrestres, hein, c'est pour leur souhaiter la bienvenue à l'américaine. Les autres de leur côté, ils ont commencé le forage. Harry Stumper donne un peu des conseils à ses gars. C'est là qu'on voit qu'il est quand même très pro, quoi. Je veux dire, il donne des super conseils à ses gars, bien techniques et tout, assez précis. Mais lui une branlette, putain de caillou de merde. Le problème, c'est que c'est une grosse plaque de fer, donc les gars te bousillent leur matos après seulement 20 mètres. Du coup, faut qu'ils remplacent le matos, ça prend du temps, et ça reporte la fin du forage au-delà de l'orbite zéro. Au sol, les militaires arrivent, ils se mettent un peu en mode là, on prend le contrôle de la situation maintenant, hein, là, vous arrêtez vos conneries, vous nous laissez faire. Il y a des mecs qui apparaissent de nulle part, la porte s'ouvre, ils étaient là depuis tout à l'heure, depuis tout ce temps, ils attendaient derrière la porte, et ils veulent faire péter la bombe à distance alors que les autres sont encore là-haut. Du coup, ils lancent la procédure, le compte à rebours commence. Sharp était un peu au courant du truc, il savait que ça pourrait se passer comme ça, donc il leur dit qu'il faut larguer la bombe tout de suite et se barrer, hein, alors qu'en plus, il reste Max à la carotte sur le terrain. Harry essaie de l'en empêcher, mais Sharp le pointe avec un gun. Et là, Chick, il dit: Ils ont des flingues maintenant, les cosmonautes? Mais mec, t'es dans un film de Michael Bay, tout le monde a des flingues. Même l'astéroïde, il a un flingue, je suis sûr. Pendant ce temps-là, au sol, là, il y a Truman qui demande à un mec de couper le signal de la bombe. L'autre, il a une gueule, on dirait François Hollande qui sait pas ce qu'il fout là. Il a 12 secondes pour couper le truc et Truman le rassure bien. Neutraliser cette putain de bombe, nom de Dieu. Mais le stresse pas, putain, laisse-le bosser. Il a vachement besoin que tu lui gueules dans son noir. Vas-y, dépêche-toi, putain. Du coup, l'autre, il y arrive, ça surprend un peu les gars là-haut qui se demandent ce qui se passe. Harry Stumper en profite pour dans ta gueule. Normalement, je pense qu'avec ça, Sharp il meurt. Il le chope avec la pince et il vient là, on va discuter, toi. Sur Terre, les militaires, ils relancent le bousin. Sharp a plus le choix, il faut qu'il désamorce la bombe. Ils ont 35 secondes. C'est carrément chaud, évidemment, ils se grouillent à mort, là, ils sont bien synchro avec l'autre, là. D'ailleurs, c'est trop bizarre parce que Gruber, là, c'est le type qu'on nous a présenté comme étant un spécialiste des bombes au début, là. 2 spécialistes de l'armement, Gruber et Halsey seront responsables des charges nucléaires. Ouais, sauf qu'en fait, il est responsable de que dalle. Le mec, il sait rien. C'est Sharp, le pilote, qui lui dit tout ce qu'il faut faire. Repérez-les bien. Le faisceau arc-en-ciel. Tous? Oui, tous, d'accord. Et Gruber, il sait tellement rien que Sharp l'engueule. Non, le rouge. Même quand il faut couper le bon fil, le tout dernier, le plus important, il sait pas. La face, oui, rouge ou bleu. S'il y a bien un seul truc à retenir, c'est bien ça, bordel. Et donc, bah forcément, ils y arrivent à 2 secondes de l'explosion. Alors là, c'est le moment où nous, les Français, on gère le truc à fond, là. Ça tient quasiment de la magie. On a peut-être un signal satellite relayé par les Français et les Russes. D'un seul coup, sorti de nulle part. Là, c'est le moment où Michael Bay, il était un peu perdu dans le scénario, il savait pas comment refaire le contact entre le sol et l'astéroïde, donc il s'est dit, bah, on s'en bat les couilles. On va dire qu'il y a un autre satellite qui sera là, ce serait très bien. Et du coup, Harry leur dit qu'ils vont continuer à creuser le puits. Ouais. La carotte commence à péter un plomb, il prend un gros gun, encore un, hein. Qu'est-ce qu'il fait là, on ne sait pas. Harry va le chercher, et là on voit enfin un moment où la faible pesanteur agit sur eux. Et d'ailleurs c'est comme très drôle, parce que un coup tu vois les mecs qui font comme ça, ou le caillou qui part en ligne droite, et 10 minutes plus tard tu les vois lancer un tuyau, et puis ça fait ça. En tout cas, la carotte part complètement en live, hein. Sharp dit... Il a le mal de l'espace. Alors le mal de l'espace, ça existe, hein. C'est un truc, il y a presque la moitié des astronautes qui l'ont dans les premiers jours lors de leur mission dans l'espace. C'est un peu comme le mal de mer, quoi, hein. Tu te sens pas bien, voilà, t'as des nausées, des vomissements et tout, tu bouffes plus. En tout cas, encore une fois, hein, c'est un petit truc un peu vrai, un peu scientifique, hein, que Michael Bay nous glisse quand même pour nous montrer qu'il essaye de faire des efforts. Ah, il y a une volonté de bien faire, hein, on peut pas le nier, hein. Et tout de suite après, il y a un tremblement de terre. Ouais, un tremblement de terre sur un astéroïde. Bien. Tu le fais exprès en fait. Bon, en même temps, c'est un peu paradoxal. Est-ce que les autres auraient dû dire « un tremblement d'astéroïde !» Ah, tu vois, on sait pas. Donc là, c'est nouveau le bordel, le scarabée s'envole et s'explose, on perd Max. Ah, dommage, Max était cool aussi. Et du coup, bah là, ça pue. Hein. Là, ils ont perdu leur seul matos qui leur permettait de faire, de forer le trou. Donc bah là, en gros, le forage l'a stoppé, ils sont bien dans la purée, et Harry Stumper dit tout simplement... Expliquez au monde que tout est perdu. Du coup, sur Terre, c'est la panique, il y en a qui vont se cacher dans la cave. Hein. Ouais, là, je pense que la porte en bois va bien tenir. Là. À mon avis, quand l'astéroïde va arriver, tu seras plutôt en mode... Je peux plus la tenir. Ça, c'est ce que je dis quand je vais au chiottes le matin. Et donc voilà, tout le monde pense que tout est perdu, mais c'était sans compter sur l'arrivée de Edgy. Alors là, il y a un truc sympa auquel on fait peut-être pas trop attention, c'est sur le plan où Edgy et les autres arrivent, on voit les étoiles qui bougent assez vite dans le ciel, hein, beaucoup plus vite que sur Terre. Ouais, bah c'est normal, puisque l'astéroïde tourne sur les mêmes bien plus vite que ce que fait la Terre. Donc vous voyez, ils y ont encore pensé. Michael Bay nous montre qu'il a une conscience scientifique. Et donc ces ghouls, ils se retrouvent tous. Je n'ai que 6 mots à te dire. Putain, je suis content de te revoir. Ça fait 7 mots, Harry. Genre, t'as eu le temps en 1 seconde et demie de compter les mots, quoi. T'as que ça à foutre. Donc c'est parti, ils reprennent le forage, et là, cette fois, c'est bon, hein. Ils arrivent à 250 mètres avec Edgy qui défonce tout avec son scarabée, hein. Ils sont trop fans. Edgy le descend dans le trou pour couper un petit bout de truc qui bloque, et là... Ah, bah, voilà autre chose. Ah, j'adore cette phrase, tu sais, on dirait le vieux Pécor, là. Ah, bah, voilà autre chose. Ah, bah, dis, on est bien. Dédicace à 2 heures de perdu. Si vous voulez, là, Michael Bay s'est encore une fois dit, depuis 5 minutes, il n'y a rien qu'à péter, là, il faut tout de suite remédier à ce problème. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire que j'ai pas encore fait? Je sais, je vais faire une pluie de météorites sur
l'astéroïde. Et du coup, c'est à nouveau le bordel encore une fois, ils se reprennent plein de kilos dans la tronche et ça pète de partout. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas un casque qui se brise. Là, il y a Gruber, le responsable des bombes, qui sait que dalle, bah il s'en prend une balle dans sa mère. Ouais, mais le problème, c'est que la pluie de météorites, là, elle a endommagé le système de mise à feu de la bombe. Ils peuvent plus lancer le compte à rebours. Alors comment on la déclenche? Il faut que quelqu'un reste sur place. Et à ce moment-là, si vous voulez, bon, il y a personne qui veut le faire, quoi. Je veux dire, là, c'est sûr, quoi. Je veux dire, c'est tes potes. T'as pas envie que ce soit lui ou lui qui reste, t'as pas envie qu'il meure. Mais d'un autre côté, toi, t'es là, oui, bon, non, moi, ça va. Là, t'as un gars qui te dit, bon, ouais, bah, vas-y, je vais le faire, bon, je vais y aller. Et puis toi, tu dis, non, ouais, ok, c'est chiant, mais bah vas-y. Et donc ils choisissent de tirer au sort en tirant à la courte paille. Sharp te sort 6 trucs de son trou du cul, le gars il a eu le temps de prendre 6 câbles de couleurs différentes et de les couper tous aux détails différentes. Mais quand est-ce que t'as fait ça, mec? Ce serait marrant si tu sais, sans faire exprès, il avait coupé un câble trop important. Après il pose la bombe et tout, c'est bon, ils peuvent repartir, ils peuvent la faire péter. Au moment de repartir, il dit, oh merde, j'ai coupé le démarreur. Bon bah on reste ici les gars. Et là, c'est Edgy qui prend la paille la plus courte. Et voilà. Donc bah Harry le descend dans le puits, hein. Ils font ses adieux émouvants un peu à travers la vitre. Ils arrivent en bas, ils sortent, et là, Harry, il pouvait pas laisser passer ça comme ça. Il ne pouvait pas priver sa fille de l'homme de sa vie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui débranche son oxygène, il le repousse dans l'ascenseur et il lui dit « C'est à moi de rester. » Et là, vous savez quoi? Allez, on le regarde pour le plaisir. Il y a une chose qu'il faut que tu saches. C'est que je t'ai toujours considéré comme mon fils. Et je peux te dire que je suis très fier de savoir que vous allez vous marier. Ah non, mais je chiale, non mais c'est beau, c'est beau. Non, c'est de l'eau, hein. Je prends une pédale. Non, franchement, on dira ce qu'on voudra, mais cette scène, elle est cool, quoi, elle fonctionne. Je suis sûr, vous devez être beaucoup au foot de ma gueule derrière votre écran, mais je m'en fiche, moi j'adore cette scène. C'est émouvant, les mecs, merde. Si vous pleurez pas, c'est vraiment que vous avez pas de cœur. En gros, le message qu'il lui dit, c'est t'as réussi à forer dans l'astéroïde, maintenant tu peux forer dans ma fille. Bon, là, je le dis avec mes mots à moi, hein, mais dans le fond, c'est un peu ça, hein, dans le fond. Et c'est pas fini les émotions, maintenant faut qu'il annonce à sa fille qu'il va pas pouvoir rentrer. Et donc voilà, il lui dit au revoir. C'est beau, c'est beau. Enfin bon, c'est bien joli tout ça, mais il faudrait quand même voir à se barrer maintenant. Donc ça y est, les autres se barrent et Harry reste tout seul. Là, il y a un plan que je kiffe trop, c'est le plan du vaisseau qui va tout doucement pour qu'on puisse voir Sharp dire merci Harry. Et hop, il se barre. Il lui reste 2 secondes, un petit coup d'œil à la maison et... Et là, l'astéroïde se pète bien en deux de manière parfaite, nickel, ouais, tout le monde est content, la Terre est sauvée. Les autres arrivent sur le plancher des vaches, qui font du toboggan, c'est la fête. Petit plan héroïque à la Michael Bay. Retrouvailles entre Grace et Edgy, hein. Grace qu'on a plus rien à foutre que son père soit mort. Chick, il a son fils qui arrive avec un super t-shirt. Genre son fils, il l'a vu qu'une seule fois et là, il est trop fan de lui. C'est parce que sa mère lui a certainement dit que maintenant, il serait riche. Mon amour, tu sais, j'ai vu un beau collier dans une vitrine. Et ça se finit comme ça, avec le mariage de Edgy et Grace et de tous les portraits des gars qui étaient là-haut et qui sont morts pour sauver la planète. Et ben moi, je dis sérieux. C'est un putain de film. Armageddon est de loin mon Michael Bay préféré, avec The Rock et The Island, que je mettrais sur le podium. C'est clairement too much, à chaque scène ça dégouline de clichés et c'est ça qui est bon. C'est un film dans lequel normalement rien ne fonctionnerait, mais ici tout fonctionne. C'est même le blockbuster des années 90. Alors évidemment, j'imagine parfaitement qu'une bonne partie d'entre vous vont bien se foutre de ma gueule dans les commentaires. Allez-y les gars, c'est fait pour ça, y a pas de problème, au contraire. Comment on pourrait défendre un navet comme Armageddon? Il y a tellement de choses à critiquer. Mais vous serez peut-être d'accord avec moi pour dire que si on critique ce film parce qu'il nous montre des choses qui ne sont pas faisables dans la réalité, bon bah on va se mettre à critiquer un sacré paquet de films pour ça. De mon point de vue purement personnel, ça n'a pas tellement d'intérêt de critiquer un film comme Armageddon parce que il ne respecte pas les lois de la science, enfin les lois de la physique dans l'espace. On va pas le voir pour ça, ce n'est même pas un film qui a ces prétentions-là. S'il devait respecter toutes ces lois, pas de son, pas d'explosion, pas de vaisseaux qui volent dans l'espace comme des avions de chasse, pas de gravité, enfin pas de gravité sur l'astéroïde, bah en fait il y aurait tout simplement pas de film. Allez, voilà, on a terminé avec cette petite analyse de Armageddon en mode 12 parsec. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez bien rigolé. C'était la première vidéo de ce nouveau format sur le cinéma. D'autres films viendront évidemment, je peux même pas vous dire desquels je parlerai tellement il y en a. Je pense qu'un des prochains, peut-être même le prochain, ce sera Independence Day. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous êtes encore là, vous pouvez lâcher le petit like, vous pouvez lâcher le commentaire, le partage, l'abonnement. Merci encore, merci à tous, merci pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 parsec. Ciao.